Bonjour tout le monde, et bien ça y est, nous y sommes, dernière vidéo pour parler des tops et des flops, et cette fois-ci donc enfin des flops des vlogs, donc les vlogs qui sont les moins vus de la chaîne. Pour le coup, je sais que vous allez trouver que j'ai un peu abusé sur certaines vidéos parce que les moins vus sont tout de même vus à peu près 90 000 fois, ce qui est pas rien non plus, c'est juste une question de rapport par rapport au reste. Là pour le coup c'est vraiment les vidéos les moins vues, les vlogs. Pour ceux qui se demandent, vlog, vidéo, blog. L'idée c'est que je voulais pas appeler ça juste une critique pure et dure, parce que c'est avant tout mon avis que je vais vous faire passer, donc j'ai appelé ça un vlog, donc un blog vidéo où je parle d'un film, je fais une critique d'un film, mais de mon point de vue de base, enfin c'est assez essentiel. Je vous avoue que j'ai fait ça à l'époque un petit peu par un excès de modestie, parce que en vérité, après y avoir repensé quelques... Ça fait 5 ans maintenant que j'ai eu le temps de revenir sur le truc, je dois vous dire qu'en revenant en arrière, je crois pas connaître un seul critique de cinéma qui ne critique pas à partir de son point de vue. J'ai pas envie de le changer non plus, parce que j'aime bien ce terme, et depuis le temps il est installé, donc ce serait idiot d'en changer maintenant. Mais voilà, pour ceux qui avaient envie d'une petite explication, même si je vous avoue que l'explication maintenant n'a plus trop de valeur. J'aime bien attirer votre attention sur les vlogs, parce qu'extrêmement, mais vraiment extrêmement régulièrement, je reçois des messages du style « Est-ce que t'as fait un vlog sur ce film ?» Et généralement, il y a effectivement un vlog qui est déjà prêt et qui est déjà fait. Et s'il y est pas, les gens me disent « Est-ce que t'as fait un truc sur ce vlog, sur ce film qui est sorti il y a 4 ans, est-ce que tu vas le faire maintenant ?» Je dis « Bah non, il est sorti il y a 4 ans, si je l'ai pas fait il y a 4 ans, je vais pas le faire maintenant. Si je le fais maintenant, c'est un pourquoi j'ai raison d'être tort. Un vlog, ça aurait aucun intérêt de le faire maintenant une fois que le film est sorti et disponible et que je peux l'analyser avec des images. » Donc voilà, allez faire des recherches. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la playlist de base qui est sur la page YouTube et la page Dailymotion. Il y a aussi une playlist sur Dailymotion. Alors les playlists sur Dailymotion, c'est un poème, mais on va pas dire du mal. Et vous pouvez sinon faire une recherche directement sur la chaîne. Je sais pas si vous savez, mais quand vous êtes sur une chaîne YouTube, vous avez un onglet recherche, vous avez une loupe, je crois. Et si vous appuyez sur cette loupe, vous pouvez chercher dans la chaîne les vidéos qui auraient le nom du film que vous cherchez. Donc vous pouvez faire, ou dans les tags par exemple. Vous pouvez chercher ce truc-là. Donc, vraiment, c'est assez facile de retrouver d'anciennes vidéos et je vous encourage à le faire, si ce n'est une recherche directe évidemment hein, dans le truc de recherche, Durandal nom de film, et vous allez le trouver assez facilement. On va enfin commencer, maintenant que tout ça a été expédié. Numéro 10. En numéro 10, avec 10 057 vues, donc à peine plus de 10 000, c'est le film God Bless America, qui a été vlogué, film réalisé par Bobcat Goldthwait, je crois. J'étais un petit peu mitigé en sortant de la salle à l'époque, je vous avoue que j'ai revu le film très récemment, là, juste avant de faire ce flop, et je suis encore plus fan du message du film. Le film est un film sur un homme qui décide qu'il en a ras-le-bol de ce monde complètement superficiel où les gens parlent de la dernière star de télé-réalité plutôt que de parler de choses importantes, d'échanger des grands points de vue sur le monde, d'essayer de s'améliorer, de devenir meilleur. Et donc, il finit par décider de buter les symboles de cette superficialité de la société américaine et de la société moderne en général, ce qu'il va faire au fur et à mesure avec l'aide d'une jeune fille de 14-15 ans qui, elle aussi, est en révolte contre le monde et pense qu'il a tout à fait raison et accepte son idée de se débarrasser du monde entier. Un film très intéressant. Surtout étant donné que absolument tout ce qui est dénoncé dans le film a encore plus empiré dans les 4 ans à peine qui ont suivi, puisqu'il est sorti en 2013 je crois, et on est en 2017 et c'est encore pire qu'avant. Donc je vous avoue que vraiment maintenant à l'heure actuelle le film marche encore mieux. Je le rapprocherai pour ceux qui ont bien aimé le style de Idiocratie, mais un Idiocratie qui n'est pas une dystopie justement futuriste, qui se passe vraiment dans le monde d'aujourd'hui et où on fait à peu près les mêmes conclusions que dans le film. C'est surtout le point de vue dont j'essaie de parler. Mais apparemment ça ne vous intéresse pas trop, puisque le passage le plus vu est à 4 minutes 25, et je ne sais pas pourquoi ce passage vous intéresse, si ce n'est parce que je prononce le mot Alexandre Astier. Les dialogues sont assez forts, il y a tout un dialogue au début du film entre le personnage principal et son collègue de travail. Et il part dans une espèce de grande tirade en disant « mais tu trouves pas que ça triste que la télé soit aussi peu stimulante, que ce soit aussi peu... c'est ce que défend Astier aussi d'ailleurs, Alexandre Astier. Qu'on aime à ce point-là des trucs médiocres. » Je dois vous avouer, grosso modo, je comprends que tous ces vlogs soient assez peu vus, parce que vous allez remarquer que j'ai un rythme particulièrement lent et endormi, et je pense que ça doit devenir un petit peu saoulant au bout d'un moment à regarder, donc je crois que c'est pour ça que les gens sont pas ultra passionnés, et que de temps en temps quand ils entendent un petit truc, ça doit faire « Ah, ce truc-là !» Bref, je vous encourage à aller voir God Bless America, et
à développer un esprit critique et à essayer de chacun nous améliorer et s'améliorer les uns les autres. Enfin, voilà, on peut pas continuer comme ça. 9e position. Avec 9922 vues, c'est le vlog sur La Religieuse, film français réalisé par Guillaume Niclou, qui se hisse à cette 9e position, enfin qui choisit à cette 9e position. Pour le coup, encore une fois, je veux dire, il y a combien de mecs qui font des critiques de films qui ont été voir La Religieuse de Guillaume Niclou? Bon, surtout à l'époque, j'étais quand même un des premiers à ce moment-là, donc il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Je veux dire, même aujourd'hui, enfin, on fait à peu près tous les mêmes films, on fait à peu près tous les films AAA ou 3 ou 2 ou double A ou un seul A, enfin ce qu'on appelle comme ça, c'est les gros titres quoi, les trucs, les grosses licences, les trucs sur lesquels enfin pas les grosses licences mais les grosses sorties, les trucs sur lesquels on est attendu parce qu'il y a un grand réalisateur, parce qu'il y a un grand scénario, parce qu'il y a beaucoup de budget, parce qu'il y a machin. Enfin généralement on fait tous à peu près les mêmes films, donc enfin je sais pas, en faisant La Religieuse de Guillaume Niclou, je me trouve quand même particulièrement ouvert et intéressé par un autre cinéma. Donc l'histoire du film c'est que c'est une jeune fille qui est enfermée au couvent par sa famille et au final elle se retrouve confrontée aux pires déviances du milieu religieux. Il y a les mères supérieures qui sont complètement tyranniques, il y en a d'autres qui sont beaucoup trop amoureuses, des trucs dans ce genre-là, donc c'est vrai que c'est tout un autre point de vue sur le cinéma, effectivement, mais en tant que cinéma et en tant que film, ça reste quand même vachement plus divers qu'un Transformers, et je suis pas en train de dire que c'est de la merde. Enfin, il y a un moment, faut vraiment arrêter avec ce genre de truc, ça me gonfle. Là encore, alors on commence à être un peu dans la loose, hein, je sais pas pourquoi le 10e passage est le plus vu, et là, enfin dans le 10e du classement, le passage le plus vu sur Astier, et là dans le 9e, le passage le plus vu n'a pas vraiment de rapport avec le film. C'est à 6 minutes 29, quand je dis que Louise Bourgoin est bonne actrice. Et Louise Bourgoin, qui vraiment commence à prendre de l'ampleur en tant qu'actrice. Il y a toujours ce côté un peu suspicieux de la Miss Météo qui devient actrice à par la suite. Mais on va dire que déjà elle se forme au fur et à mesure et là franchement elle est très plus que correcte. Donc voire même j'aurais du mal à dire qu'une actrice est bonne parce que je sais que vous allez faire des jeux de mots, mais elle est carrément bonne dans le film. Et d'ailleurs le truc c'est que elle était pas mauvaise, c'est vrai. Mais je dois avouer que de plus en plus, Louise Bourgoin sent comme une arnaque pour moi. Enfin, vraiment, je trouve que c'est très compliqué de voir un film où elle joue bien. Juste, sans aucun bémol, aucun machin, juste bien. Elle a toujours un petit truc qui est très bizarre dans son jeu, on sent qu'elle joue, on sent qu'il y a un truc particulier, enfin... Il y a quelque chose qui passe pas encore, et du coup, ça commence à faire quelques temps, parce que ça, je vous rappelle, c'était en 2013. Je suis désolé, c'est pas terrible. Vous regardez Charlotte Lebon, qui est aussi une ancienne Miss Météo de Canal+, elle au moins elle sait jouer. Enfin, elle a commencé à faire des films, elle sait jouer tout de suite et ça marche super bien, quoi. Elle sait même camoufler son accent et son accent québécois. Et tu te dis, bah non, Louise Bourgoin, je suis navré. Après tous les films que t'as fait, je vois toujours pas vraiment de trucs sensationnels, quoi. Elle était dans les histoires extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec de Luc Besson. Elle le joue pas mal, mais comme le film est plutôt comique à la base et plutôt bande dessinée, c'est pas exactement le même truc, quoi. Suivant, numéro 8. Avec 9886 vues, je rappelle encore une fois, tous ces chiffres, c'est au moment où je les ai vérifiés, ça a pu évoluer, mais d'une dizaine de vues à peine, je pense, entre-temps. C'est le film Passion, qui est le dernier film sorti par Brian De Palma. Donc, encore une fois... Je n'ai aucune culture cinématographique, mais à part ça, je connais la cinématographie de Brian De Palma quand même, enfin, faut peut-être pas exagérer non plus. Et donc voilà, encore une fois, un film dont pas beaucoup de gens à parler non plus. Encore une fois, c'était un truc extrêmement barré, puisque c'est du Brian De Palma, et donc il y a toujours des histoires de meurtre, de sexe, et des trucs amoraux à mélanger au milieu. S'il peut y avoir un travesti en plus, c'est le quintet gagnant, enfin tout est parfait, c'est vraiment du Brian De Palma. Bon là pour le coup, il n'y a pas d'homme qui se déguise en femme, mais c'est parfait, on a quand même 2 lesbiennes dans le scénario, puisque l'histoire c'est que ce sont 2 femmes qui travaillent pour une entreprise, il y a la patronne de l'entreprise et une nana qui est juste en dessous d'elle, à un échelon en dessous. Celle qui est à l'échelon en dessous a une espèce de fascination pour sa patronne, qui du coup en profite pour la mettre dans une espèce de jeu malsain avec du sexe, de la torture, des trucs un peu étranges. Donc voilà, encore une fois, du bon Brian De Palma bien barré. Et
également esthétique, ça va être un des passages cool de cette vidéo, je me suis rendu compte que depuis le temps que je vous parle de la demi-bonnette comme meilleure invention du cinéma, je vous en ai jamais montré une. Et ça va être l'occasion de vous le faire, puisque la partie la plus vue est à 4 minutes 51, et c'est le moment où je parle de ce qu'est la demi-bonnette. La demi-bonnette, c'est un truc formidable qui a été inventé. C'est 2 lentilles en une. Je m'explique. La lentille, en fait, est séparée en 2 au milieu, et on peut avoir une profondeur de champ différente d'un côté et de l'autre de l'image. Et la demi-bonnette, donc, c'est ça. C'est ce petit truc, donc c'est vraiment, je vais vous montrer, ça c'est donc un objectif de caméra et d'appareil photo. Vous avez donc du coup une lentille qui se met au bout, et donc la demi-bonnette, c'est littéralement une demi-lentille. Vous allez me dire, c'est bizarre parce que la séparation entre les deux images, elle est floue, et en fait c'est parce que tout ce qui est trop proche de l'objectif apparaît flou en fait, avec tous les rayons qui rentrent et tous les jeux de miroirs qui y a ensuite à l'intérieur. Si c'est trop proche du truc, évidemment, comme le point est fait ailleurs, ça paraîtra flou. Donc le fait que le verre soit parfaitement arrêté au bord du truc, ça se voit pas finalement. Et donc oui, comme je vous le dis souvent, si vous voyez une demi-bonnette, généralement vous voyez que c'est un mec qui a vraiment un œil visuel et qui a envie de réaliser son film de la meilleure façon possible. C'est vrai que c'est pas très esthétique, mais du coup c'est très cinématographique. C'est-à-dire que c'est une image que vous pouvez avoir que au cinéma. Ça n'existe pas ailleurs, d'utiliser des demi-bonnettes. En photo c'est extrêmement rare, mais vraiment, à part au cinéma, vous pourrez jamais avoir un truc comme ça. Ou alors faut que vous ayez une très grosse différence de vision entre vos deux yeux et qu'il y en ait un qui soit vraiment complètement myope et l'autre qui voit parfaitement net. Mais en dehors de ça, je vois pas vraiment quand vous pouvez reproduire à peu près ce truc-là dans la vie réelle ou dans un autre art ou dans autre chose. Ça vient du dessin parce qu'à la base, le dessin, on dessine pas du flou. De base, on dessine les contours d'un truc net et on dessine tout net. Il y a des artistes qui se sont mis à travailler le flou un peu plus tard, mais de base, on dessine les choses nettes. Et donc ces plans-là sont venus en fait à la base d'une inspiration comics avec le dessin parfaitement net partout et le fait d'avoir envie que ce qui est au premier plan et ce qui est très 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 loin profond dans le décor soit tout aussi net l'un que l'autre, ce qui de base n'est pas faisable avec une lentille, mais qui est faisable avec une demi-bonnette. Suivant. En 7ème position, avec 9042 vues, c'est le film Effets secondaires, réalisé par Steven Soderbergh. L'histoire d'un psychiatre qui prescrit à une de ses patientes des médicaments pour l'aider à lutter contre les crises de somnambulisme, et le lendemain, un jour, cette patiente se réveille, et se rend compte que pendant une de ces crises, elle a tué son mari, et donc forcément la réputation du médecin est en jeu, et tout le film est une espèce d'enquête sur qu'est-ce qui a vraiment provoqué un problème ou pas. Un petit truc intéressant à noter avec cette vidéo. Je sais pas si vous savez, mais il y a une polémique qui est sortie il y a pas longtemps parce que YouTube a plus ou moins enclenché un système de censure sur ces vidéos. Désormais, les annonceurs peuvent dire que certaines vidéos ou certains vidéastes carrément leur paraissent inappropriés pour afficher des publicités par rapport au contenu de ce qu'ils diffusent et par rapport à ces choses-là. Les insultes, les appels à la violence, trucs dans ce genre-là. Et donc du coup, ils veulent faire attention et ils veulent pouvoir dire qu'une vidéo ou un vidéaste n'est pas éligible pour eux. Ce qui peut, du coup, légitimement tuer une chaîne. Hein. Vous arrêtez de recevoir des revenus, c'est quand même compliqué. Après, je crois que c'est chacun au cas par cas. C'est chaque entreprise au cas par cas décide à qui elle veut vendre, je crois. C'est pas des packs. Enfin, c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est potentiellement extrêmement dangereux d'enclencher ce genre de truc. Et surtout, comment est-ce qu'on peut l'utiliser ? Parce qu'à la base, utiliser ça pour des chaînes qui font que de l'incitation à la haine et à la violence, des trucs homophobes, des trucs racistes, etc. Oui, d'accord, très bien, pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, effectivement, tant mieux à ce moment-là. Le problème, c'est pourquoi véritablement est-ce qu'on utiliserait ce genre de truc ? Et tu te poses des questions quand la seule de mes vidéos qui a été concernée par cette nouvelle réforme de YouTube est la vidéo effets secondaires. Pourquoi ? Parce qu'une vidéo qui s'appelle effets secondaires pourrait être une vidéo où tu parles des effets secondaires d'un médicament, donc des mauvais effets du médicament d'une entreprise pharmaceutique, donc l'entreprise pharmaceutique désigne la vidéo et fait « Hé, effet secondaire, il dit du mal de nos médicaments ou pas ?» Enfin, vraiment, contrôle du système, contrôle total et pour contrôle de la pensée, tout le bordel. J'ai donc reçu un avertissement pour cette vidéo où j'ai dû répondre que, non, ma vidéo parle d'une critique d'un film, pas du tout d'un truc de médicament ou quoi que ce soit, donc ma vidéo dit rien de spécial, quoi. Mais tu dis, de base, il n'y a aucune raison de reporter cette vidéo. Regardez-la, elle est chiante déjà, enfin, je parle à 2 à l'heure, mais en plus, je dis rien de mal dans la vidéo. Et donc c'est vraiment juste le mot effet secondaire qui a fait remarquer la vidéo. Et tu fais, tiens, c'est bizarre. J'aurais pensé à connard, youpin, des trucs dans ce genre-là, quoi, enfin des insultes racistes, homophobes, tout bordel. Effet secondaire. Dis donc,
drôle d'effet secondaire de votre module de censure, soi-disant pour être sûr que les gens sont juste bien moralement. Revoyez aussi Snowden. Donc du coup, le passage le plus vu dans ce vlog, qui a été soupçonné d'être honteux, est à 4 minutes 21. Et c'est plutôt bien parce que c'est un passage où je parle vraiment de mise en scène, donc c'est un des rares trucs intéressants de la vidéo. Quand je dis que, d'ailleurs c'est valable aussi pour un autre film qui n'est plus là-dedans. Il y avait un autre film normalement qui était dans ce classement qui s'appelait Dans la maison de François Ozon. Et finalement il a été viré quand j'ai fait les recomptes des vues récemment. Mais c'était un peu la même idée, c'était cette idée que dans un film, une fenêtre est une histoire, en gros. Le premier plan du film, c'est un panoramique qui va vers un immeuble et rentre vers une fenêtre. Généralement, mise en scène, une fenêtre, c'est un film, en fait. C'est tout le principe de fenêtre sur cour de Hitchcock. Chaque fenêtre, chaque appartement, c'est un univers, c'est un monde dans lequel il se passe quelque chose. Il y a l'appartement des deux voisins qui n'arrêtent pas de baiser, donc voilà, c'est l'appartement film X. Il y a l'appartement de la femme toute seule, c'est le drame. L'appartement de machin, c'est la comédie. Voilà. Et donc le film commence en rentrant dans une histoire et finit en fait, pareil, en partant d'un film, en revenant sur tout l'immeuble. Donc on voit tout l'immeuble, je vous dis pas quel immeuble c'est parce que sinon je vous révèle la fin. On voit tout l'immeuble et on se dit ah oui, donc du coup il y a une histoire aussi dingue pour chaque fenêtre de cet immeuble, et la caméra repanote et on voit toute la ville. Et donc on voit toute la ville, on voit tous les bâtiments, on sait que sur chaque bâtiment il y a des milliers de fenêtres et on se dit putain, il y a autant d'histoires qui se déroulent dans une ville. Faut bien comprendre que dans un film, quand vous voyez un mec qui filme la façade d'un immeuble ou la façade d'un bâtiment, dans ce genre-là, il trouve pas juste que le bâtiment est joli ou que machin, il filme la fenêtre parce que la fenêtre révèle qu'il y a une vie derrière cette fenêtre. Une fenêtre, c'est un appartement, dans un appartement il y a une personne et cette personne elle a une vie. Donc chaque fenêtre c'est une personne et une vie différente. C'est pas dans tous les films bien sûr, il y a aussi des fois où c'est vraiment uniquement esthétique. Si vous voyez qu'on fait vraiment attention aux fenêtres, qu'il y a un travail sur le fait qu'on voit bien les reflets des fenêtres et qu'on voit bien, si vous voyez que c'est en particulier de nuit et que seul l'intérieur est éclairé et que du coup on voit vraiment ce qui se passe dans l'appartement, là c'est clairement pour ça qu'on filme. C'est vraiment pour l'idée, ça c'est pour montrer qu'il y a plusieurs histoires qui se déroulent à l'intérieur. Si c'est un plan large sur un immeuble, c'est pas la même chose, hein, c'est juste qu'on filme l'immeuble. Mais si vraiment on est focalisé sur les fenêtres, il y a un message intéressant à voir à ce niveau-là. Passons au numéro 6. Vous n'avez encore rien vu, qui est le dernier film qu'a réalisé Alain Resnais, immense réalisateur français avant de s'éteindre. Le scénario de Vous n'avez encore rien vu, c'est qu'il y a un metteur en scène de théâtre qui vient de mourir, mais qui avait prévu sa mort à l'avance, et qui, à sa mort du coup, appelle tous ses anciens collaborateurs, avec qui il a monté une pièce il y a très longtemps, pour leur demander leur avis sur la nouvelle présentation qu'a fait une nouvelle troupe de théâtre juste avant qu'il meure. Et chaque membre de la troupe va revivre un peu de son passé, ou un peu de la pièce, ou un peu de son histoire. C'est toujours des éléments de la pièce, mais du coup ça colle un petit peu toujours aux histoires qu'il raconte. Et chacun va leur mettre comme il s'en souvient, ou comme il l'a vécu, ou quelque chose dans ce genre-là. Et c'est vrai que, encore une fois, la mise en scène dans ce film-là est vachement intéressante. En dénote par exemple le passage qui est le plus vu, qui est à 11 minutes 31, et qui est vraiment une pure figure de style d'auteur. Les objets n'existent que quand on les utilise. C'est-à-dire, vous voyez derrière moi il y a plein de Blu-ray, vous les voyez, ils sont là, ils servent à rien. Si d'un seul coup j'en prends un, ce Blu-ray existe, ce Blu-ray est important dans la mise en scène, ce Blu-ray a une existence. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que, par l'intermédiaire de trucage numérique, il va mettre une étagère, et il n'y aura absolument rien dessus, et puis il y a un acteur qui va parler, qui va s'approcher de l'étagère, et à un moment, il va approcher sa main de quelque chose, et d'un seul coup, hop, l'objet va apparaître. Là aussi, astuce de mise en scène, cet objet n'est important qu'à partir du moment où Arditi le prend. Ou je dis Arditi tout le temps, parce que Arditi et Azéma sont les meilleurs acteurs du film. Il va faire pareil avec des portes, par exemple, le personnage va s'avancer vers un coin de mur, on se demande ce qu'il va faire là, et d'un seul coup, juste quand il arrive à côté du mur, la porte apparaît. Donc plein d'astuces comme ça de mise en scène qui sont vraiment extrêmement intéressantes et qui montrent que le bonhomme est encore en vie quand même, parce qu'il est pas tout jeune, René. Et d'ailleurs c'est pareil, t'as tout un tas de plans, tout un tas de scènes dans ce truc-là où t'as des jeux sur les décors, sur des symétries de décors, et le fait que la plaque du décor fasse la séparation au milieu de l'écran, et deux personnages vont vers une porte, mais quand ils passent la porte, c'est pas les mêmes personnages qui sortent, etc. Enfin, c'est de la pure mise en scène, et Alain Resnais a extrêmement travaillé à la mise en scène. Vous croyez que je suis pas capable de supporter un film dès qu'il est un petit peu étrange à comprendre? Les films d'Alain Resnais, c'est des décors en carton-pâte.
C'est quand vous avez un buisson, c'est un carton peint en buisson et posé comme ça sur un décor. C'est dans son dernier truc en plus, les portes étaient faites par des bâches en plastique ou tout ce genre-là. Enfin, non, je suis tout à fait capable d'accepter un délire de réalisateur. Je veux juste qu'il soit bien fait et qu'il ait quelque chose à me dire. Là pour le coup, Alain Resnais, oui. Les autres, c'est toujours plus compliqué. Allez, passons au suivant, numéro 5. En numéro 5, on passe une étape dans la chute, puisque on a seulement 7924 vues, donc on est passé de 9018 à 7924. Grosse baisse. Je me risque plus à faire des calculs, hein. Vous avez remarqué que les maths et moi, ça fait 2. Le film est donc Trans, réalisé par Danny Boyle. Trans. Il y avait Vincent Cassel dans celui-ci, je crois qu'il y avait Rosario Dawson, mais je suis pas sûr. Et il y avait James McAvoy qui récemment a fait Split de M. Night Shyamalan et qui joue maintenant le Professeur X dans X-Men. Et j'étais pas fan du truc parce que justement, c'est typiquement un film où je trouve que la formule se retourne contre le film. À la base, Trance, c'est un mec qui est censé garder un tableau dans un truc de vente aux enchères. C'est le seul qui sait où il est rangé, quel code, quel machin. Et du coup, des gangsters le kidnappent et essayent d'obtenir l'endroit où est rangé le tableau grâce à une psy hypnotiseuse, qui du coup l'hypnotise et essaye de savoir où est-ce qu'il a rangé le tableau, où est-ce qu'il a machin, contre sa volonté presque. Et le problème, c'est que tu pars comme ça, tu te dis d'accord, mais à un moment du film, t'apprends qu'en fait, il y a déjà une manipulation qui avait eu lieu bien avant, et en fait, tu comprends que aucun personnage presque que tu vois n'a jamais été honnête depuis le début du film, et que du coup, c'est logique que tu vois venir aucun retournement, et en fait, c'est plus très intéressant de chercher la réponse. Parce que tu sens que la réponse a été volontairement enterrée, mais en mode violent, quoi. En mode, ça pourrait pas arriver ailleurs que dans un film, et c'est uniquement pour ça que c'est là, pour que le scénario puisse avancer. Et du coup, moi, j'ai très vite décroché du truc, et j'étais plus dans le principe. Faudrait peut-être que je le revoie, celui-là, je l'ai pas vu récemment pour le coup. D'ailleurs, je crois que ça m'a vraiment perturbé, ce truc-là. Il faudrait vraiment que je le revoie pour avoir un avis plus complet, parce qu'à 4 minutes 26, le passage le plus vu, c'est le passage où j'essaye de vous expliquer ça, et je m'embrouille, mais je patauge, un truc monstrueux, et je crois que c'est ça en fait, je crois que vous revoyez le truc parce que ça doit vous faire rire de voir à quel point je patauge, ou alors vous comprenez vraiment pas ce que j'explique, et du coup, mais qu'est-ce qu'il raconte ce taré? Oui, je suis navré, je vous avoue, le vlog n'était pas terrible. Faut bien se rappeler qu'à l'époque, c'était que des plans séquences, je faisais aucun montage, donc j'essayais de vraiment aller le plus lentement possible pour être sûr de ce que je disais. Parce que sinon, j'avais aucune chance, quoi. Donc c'est ça qui rend un truc plutôt chiant. Plutôt que de chercher en fait un élément que les personnages du film chercheraient, on cherche à ce que le film nous apporte la réponse. Je sais pas si vous voyez la distinction que je suis en train de faire, c'est très, très subtil. Comment dire? Normalement, dans un film, on veut ce que les personnages veulent. Et là, en fait, on veut quelque chose du film. Et du coup, je trouve qu'il n'y a plus de place à l'émotion, parce qu'en fait, ça n'est plus qu'une histoire, une énigme, une enquête, en fait, mais une enquête qui doit être dénouée par le film. Pour le coup, heureusement, Danny Boyle s'est bien rattrapé par la suite, mais alors, au moment où j'ai vu le film, je me suis dit, merde, Danny Boyle, ça commence à sentir le roussi, là, ça commence à être mal barré. Il s'est rattrapé, il a fait quand même Steve Jobs en second échec, mais là, du coup, très récemment, il s'est rattrapé avec sa suite de Trainspotting, qui était beaucoup mieux et qui était bien mieux faite. Un petit retour aux sources pour mieux revenir. Passons au suivant, numéro 4. Et c'est rigolo parce que c'est un film avec Catherine Fro et il y a un autre film de Catherine Fro qui va venir pas longtemps après, donc j'ai l'impression que Catherine Fro ne vend pas les vlogs. Le film en question est Associés contre le crime, Catherine Fro et André Dussolier, qui adaptent, me semble-t-il, Agatha Christie, je crois, hein, c'est des adaptations de ça il me semble. Donc elle l'adapte en film d'enquête français, un petit peu spécial, un petit peu space. Je vous avoue que j'ai pas été très fan du système et de l'histoire. C'était sympathique, mais ça m'a vraiment pas laissé un énorme souvenir. Et il y a beaucoup d'aspects du film qui sont un petit peu cheap. Je pense qu'on peut pas dire autre chose que cheap. En particulier le passage dont je parle, qui est à 7 minutes 34, où j'évoque mon amour sans fin pour les zooms. Dans un film long métrage, il est très rare que le zoom soit intéressant et a généralement simplement un aspect cheap. Un aspect on n'a pas de thunes, on n'a pas suffisamment de thunes pour mettre une dolly ou une grue ou un travelling.
Donc on va faire un zoom. Et il y en a plusieurs dans le film, mais ça a vraiment du mal à passer. Voilà, c'est vraiment une question de goût pur et simple. Je me rappelle même plus si je vous ai dit combien de vues ça avait fait. Ça a fait 7795 vues. 7795 vues, le vlog. Passons au suivant, numéro 3. Et pour le coup, le numéro 3 me surprend vachement, parce que c'est un film de Quentin Dupieux, c'est Wrong. C'est le vlog sur Wrong qui a fait 7659 vues, alors que pourtant Quentin Dupieux est un mec qui déchaîne les passions des foules, donc généralement quand il sort un film, ça marche plutôt bien d'aller voir le truc. D'ailleurs, Wrong Cops est plus vu que Wrong, ce qui m'étonne parce que Wrong Cops, pour le coup, presque personne n'a entendu parler, mais pourtant le vlog a fait un peu plus de vues que les autres. Et c'est un mec vachement intéressant à analyser, Dupieux, parce que c'est un mec qui justement décide de remettre en cause certains codes du cinéma, et la preuve que ça me plaît beaucoup qu'on remette en cause les codes du cinéma et qu'on soit pas du tout en train de faire la même chose. Je dis que quand on veut faire la même chose, il y a une façon de bien le faire. Et que quand on veut expérimenter, il y a des expérimentations qui marchent et d'autres qui échouent. Tout est relatif, enfin, je fais jamais de... Quand je dis un truc, même si vous avez l'impression que c'est définitif, dites-vous toujours que c'est relatif. Il y a toujours un contexte, il y a toujours une ambiance, il y a toujours plusieurs points mélangés, c'est jamais juste un point précis. C'est un point et son interaction avec tous les autres. C'est comme ça que je réfléchis, moi. Comme du coup, il remet en cause beaucoup de codes du cinéma, il y a vachement de choses intéressantes à analyser dans le film. Je parlais à un moment du fait que, par exemple, il va décider d'annuler la continuité, c'est-à-dire qu'un personnage qui va mourir va revenir le lendemain. Mais même le personnage du film en est conscient. C'est le personnage de Eric Judor qui meurt à un moment dans une scène, et le lendemain il réapparaît dans la scène suivante, et le héros le regarde, il est un petit peu interloqué, mais en même temps il a l'univers du film, et donc il continue parce que à peu près tout fonctionne comme ça depuis le début de son truc, quoi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à analyser, et en particulier, vous avez été intéressé par le passage à 2 minutes 38, quand je parle du mélange de la technique d'une profondeur de champ extrêmement réduite, donc un peu comme ce que je fais là, c'est-à-dire juste moi net, tout le reste est flou, mais lui il fait tout très 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 flou, et le motion blur qui est donc la vitesse, enfin le flou qui se fait quand on bouge rapidement un membre ou quelque chose. Alors il mélange deux techniques qui ne vont pas du tout ensemble. Il mélange en fait une très très faible profondeur de champ, c'est-à-dire que en gros, vous savez, donc la profondeur de champ c'est la zone de netteté. En gros, il a fait une profondeur de champ si réduite que l'œil peut être net et le nez flou. Mais vraiment flou. Donc il peut avoir une profondeur de champ de genre 2 cm. Et il va mélanger cette profondeur de champ très très exagérée, donc où tout est ultra flou, avec un mode de prise de vue qui est assez particulier, où on enclenche, c'est ce qu'on appelle enclencher le shutter normalement. C'est-à-dire qu'on va toujours capturer seulement 24 images par seconde, le cinéma c'est 24 images par seconde, mais 24 images par seconde on peut les capturer à beaucoup de vitesse, généralement on le fait à 1/30 ou un 40e de seconde. Là il capture les images à 1 millième de seconde ou un truc dans le genre, ce qui fait que il n'y a aucun flou de mouvement, et donc tous les mouvements sont extrêmement nets et extrêmement détaillés, il n'y a jamais rien de flou, vous voyez là quand je bouge la main c'est flou. Dans le film, c'est toujours net comme ça, peu importe le mouvement, que la main soit là, comme ça, si elle fait un mouvement, elle va jamais être floue en fait. Et le truc, c'est que un mouvement parfaitement net, ultra précis, ultra détaillé, jamais de flou, avec que du flou autour, il y a un truc qui va pas du tout. Alors ce qui est intéressant, c'est que en vérité, cette technique est quelque part assez logique. Le truc, c'est que pour avoir un mouvement extrêmement net, il faut réduire l'obturateur. L'obturateur, c'est donc le disque qui passe devant c'est plus un disque maintenant, c'est juste des volets qui se baissent devant les capteurs numériques, mais bon, peu importe. C'est ce qui passe devant le capteur pour lui faire distinguer, ça c'est ta première image, enfin sur 24, et ensuite tu prends une autre image qui est la deuxième sur 24, troisième image sur 24, quatrième image sur 24, et à chaque fois, les images sont séparées par le passage de l'obturateur. Et c'est ça qui fait la différence de vitesse. Si tu réduis l'obturateur, il y a moins de lumière qui rentre. C'est pour ça qu'il y a moins de flou de mouvement, c'est parce qu'il prend la lumière moins longtemps et à moins d'endroits différents. Donc, forcément, ton image est plus sombre. Donc, tu ouvres l'obturateur de tu ouvres le diaph de ton objectif pour prendre le plus de lumière possible et contrebalancer du coup cette perte de luminosité à cause de l'obturateur.
Et en ouvrant ton diaph le plus possible, tu augmentes le flou le plus possible. Et c'est pour ça qu'on a du coup cette opposition très claire entre beaucoup de flou et en plus des mouvements extrêmement nets. Généralement, du coup, on évite de mettre les deux en même temps parce que si on veut un truc très flou, on a envie de faire quelque chose d'éthéré. On a envie de faire quelque chose où justement on sent pas trop la précision des choses. Donc généralement, quand on va mettre beaucoup de flou en fond, on va mettre du motion blur également parce que tout ça reste dans un truc assez fumant et assez brumeux. Là, décider de faire un truc ultra net d'un côté et ultra flou de l'autre, c'est là que se crée le contraste, et ce contraste-là est étrange, en particulier, est étrange en général, et dans ce film rend du coup extrêmement bien. Puisque l'idée c'est de faire des trucs qui en principe on mélange pas en même temps. C'est un peu mal de mélanger ces deux trucs-là en même temps. Passons au suivant, qui sera un petit peu plus chiant, numéro 2. En numéro 2, avec 74 078 vues, ce sont Les Saveurs du Palais, réalisé par Christian Vincent, avec Catherine Fro donc, qui joue le rôle d'une chef de cuisine qui est engagée pour travailler aux cuisines de l'Élysée, avec le président Jean d'Ormesson, parce que le président était joué par Jean d'Ormesson, et découvre en fait quelque part la vie politique par le biais du monde de la cuisine en fait, par le biais de ses cuisines. Rapidement encore, je pense que c'est ça un peu le problème du film, c'est que je trouve l'intérêt extrêmement limité. C'est-à-dire que je l'ai vu une fois, c'est très bien, mais je vois pas ce qu'il y a de si intéressant que ça à en sortir en général. Ça parle pas d'un président en particulier, ça ressemble un peu à Mitterrand, mais ça parle pas d'un président en particulier. Ça parle pas d'un truc particulier, je veux dire, t'es cuisinier pour le président, d'accord, c'est un truc spécial, mais enfin, y a pas non plus un enjeu de ouf. Je veux dire, si tu rates ta blanquette pour le président, tu vas pas te faire fusiller non plus. C'est pas un dictateur. Donc, j'admets que je vois pas trop l'intérêt du film au final, quoi. Même si je l'ai bien apprécié à l'époque, je crois qu'au final, ouais. Et d'ailleurs, vous aviez l'air aussi passionné par ça que moi, parce que le passage qui m'intéresse le plus, et quelque part ça me fait plaisir, est à 2 minutes 14. Je suis en train de parler du fait que le président soit joué par Jean d'Ormesson, mais au final, c'est quelque chose d'autre qui attire votre attention, je crois, dans cette partie. La petite originalité du film, c'est la présence de Jean d'Ormesson au casting, qui est donc un auteur extrêmement reconnu, je crois qu'il est académicien, il me semble, et qui fait sa première incursion dans le monde du cinéma avec ce film, en interprétant donc un président, probablement François Mitterrand d'ailleurs, mais rien n'est sûr, ça c'était le chat qui sautait. Décidément, ce vlog est très perturbé. Et voilà, encore une fois, mon petit chat adoré. Et enfin, passons au vlog, et donc la vidéo la moins vue de toute la chaîne du cinéma de Durandal en 5 ans, numéro 1. Avec seulement 5619 vues. Donc vraiment, tout le monde se fout de cette vidéo. C'est le vlog sur un film de Gus Van Sant, The Promised Land. Si je ne m'abuse, c'était avec Matt Damon, qui incarne un représentant pour une entreprise qui veut installer, je crois que c'est un truc de forage de gaz de schiste. Ils veulent enquêter en tout cas pour savoir s'il y a du gaz de schiste exploitable dans la région, ce qui évidemment déclenche la furie des écologistes et donc des débats parmi la population locale pour savoir est-ce qu'on laisse ce mec et cette entreprise faire leurs enquêtes sur le gaz de schiste et peut-être le récupérer et peut-être foutre la merde dans notre écosystème s'il y a un risque, ce qu'on va étudier, ou est-ce qu'on va dans la protection et est-ce qu'on ne fait rien du tout. Il y a du coup des rapports intéressants entre les personnages, beaucoup de choses sympas qui sont mélangées. Mais je comprends que ce soit une histoire qui vous fascine pas non plus, et que le vlog vous fascine pas parce que j'ai encore l'air extrêmement éveillé. Et d'ailleurs, on va finir vraiment sur un truc de loose. Je crois que le passage le plus vu, je suis en train de parler vite fait du mixage son. Je crois qu'en fait, vous regardez juste le passage parce que je suis clairement complètement perdu, et j'ai même l'air un peu défoncé. Enfin, j'ai l'air de patauger complètement dans ce que je suis en train de raconter. Je crois que c'est pour ça que vous regardez beaucoup ce passage, en fait, du vlog. Extrait. Au niveau du mixage, il y a une partie du boulot qui n'a pas été fait par le monteur son, parce que on sent vraiment qu'il y a des prises qui ne sont pas du tout faites au même moment et au même endroit. Ce qui est assez déstabilisant, je trouve. À une ou deux reprises. C'est pas le plus... En fait, pour vous dire la vérité, j'ai vu 4 films aujourd'hui, et il y a 2 films qui ont eu ce problème-là, et c'était celui-ci et celui de Soderbergh dont je vais parler dans une autre vidéo. Je crois que c'est dans celui de Soderbergh que c'était le plus visible, pas vraiment dans Promised Land, mais Promised Land avait quand même un petit peu ce souci-là, à certains moments.
Et voilà qui achève ces retours sur les vlogs et les pourquoi j'ai raison et vous avez tort, les moins vus et les plus vus. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos et que vous me retrouvez pour les prochaines et pour la suite de la chaîne. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!